Donc, je reprends le titre de la communication que nous proposons aujourd'hui, donc médias sociaux et enseignement apprentissage des langues, lien réel ou fantasmé, où en est-on? En fait, par ce titre-là, nous voulons faire une étude exploratoire de ce qui se passe actuellement, donc au niveau de l'articulation entre médias sociaux et didactique des langues. Et en fait, toutes les recherches dont on va vous faire part ici sont issues d'un projet européen dans lequel nous sommes, Fred et moi, donc partie prenante, qui est dirigé par Katerina Zurou au Luxembourg jusqu'à présent et qui donc s'intéresse à l'enseignement des langues liées aux médias sociaux. Alors tout de suite, bon, on a des problèmes de définition, dont François a parlé tout au début. On a la première citation, là, met l'accent, donc c'est tiré d'un livre Telecollaboration 2.0 qui vient de paraître là l'année dernière. Donc on voit que selon les personnes, même le Web 2.0 donc a des acceptions tout à fait différentes selon les personnes que l'on interroge. Et dans notre corpus, on a trouvé des personnes qui carrément donc revenaient en disant que le média social, eh ben, si c'était ce qu'ils pensaient que c'était, eh ben, d'accord, oui, et il l'utilisait. Mais en fait, les personnes, donc, vous allez voir au fur et à mesure donc, des discours qu'on a étudiés, souvent mettent un sens à ce terme, à cette locution, qui n'est pas du tout généralisable, hein, qui n'appartient qu'à eux et en fait très variable selon les personnes. Voilà, et en fait, on ne va pas vous proposer une revue de la littérature scientifique hein, qui est assez instable pour l'instant là-dedans, que ce soit dans l'enseignement, apprentissage des langues ou dans d'autres domaines tels que la sociologie. Mais bon, si on regarde la littérature, il est clair que bon, il y a certains termes qui sont utilisés. Vous verrez, nous, on a utilisé le terme médias sociaux en français et en anglais, ce qui a posé certains malentendus, comme on le verra. Il y a deux termes qui nous semblent assez intéressants. C'est celui de réseaux sociaux numériques qui a été proposé par Coutan et Stenger pour un numéro de la revue Réseau Hermès qui vient de sortir, et aussi ce que Thorne propose, il reprend une expression de Donath, sociable media. Le but de notre présentation, c'est pas de revenir en fait sur ces éléments théoriques, parce qu'on imagine qu'un certain nombre d'entre vous vont le faire, et comme je le disais, on a l'impression pour l'instant qu'on est dans l'instable. Donc ce qu'on va vous proposer, comme va vous l'expliquer Christine, c'est surtout à partir de discours, c'est-à-dire ce qu'on a pu observer en analysant un certain nombre de données. Alors j'y viens, donc voilà, alors j'en profite pour remercier Tatiana. Donc on va étudier différents types de discours pour vous donner donc un aperçu donc de l'articulation, donc l'enseignement des langues, apprentissage, et puis des langues, et puis donc médias sociaux. Donc on va commencer par les discours destinés au grand public à travers le journal Métro, Fred va en parler, puis on va passer à des réponses à un sondage en ligne qu'on a proposé donc autour de nous. Ce sont donc des personnes qui ont répondu à un questionnaire. D'ailleurs, il y en a certainement dans la salle, je suppose. Et puis, on finira par les discours de professionnels des langues, c'est-à-dire les réponses à un webinaire qui s'est tenu cette année, donc dans le cadre du projet dont j'ai parlé précédemment, le projet européen. Donc la première étape de notre présentation, c'est autour des discours destinés au grand public. Pourquoi on s'est intéressé à ça ? Eh bien, parce qu'on voulait voir tout d'abord au quotidien, dans ce qui se dit sur ces médias sociaux, eh bien, quelles sont les thématiques qui ressortent et quelle est la place potentielle de l'éducation et de l'enseignement-apprentissage des langues. Donc on est parti du journal Métro. À l'origine, on voulait travailler sur les grands journaux comme Le Monde, The Times, etc. Mais on s'est dit, travailler avec Métro, c'est bien parce que c'est un journal qui est lu, hein, qui est distribué gratuitement, qui se lit assez facilement et qui peut faire ressortir justement des choses intéressantes pour le quotidien. Donc on a choisi quatre versions de Métro, donc en France, en Finlande, en Grande-Bretagne et en Grèce, donc dans ces 4 langues. Et pour ce qu'on va présenter ici, eh bien, on a pris la période janvier à septembre 2010, ce qui représente à peu près 632 articles. J'ai des problèmes avec des chiffres, donc à chaque fois je me tromperai, je suis désolé, mais 632, je lis bien. Et eh bien, ce qu'on a observé assez rapidement, c'est que c'est bien sûr Facebook et Twitter qui émergent le plus dans ces journaux. Donc là, on va se concentrer simplement sur Facebook et Twitter et ce qu'on a pu observer justement par rapport à ce qui se dit là-dedans. Alors,
donc, je commence par vous donner quelques-unes des spécificités par pays, donc des journaux métro. Alors, on a par exemple trouvé qu'en France, on vous donnera une illustration des différents types là juste après. On a des articles didactiques, c'est-à-dire que le journaliste prend la parole et souvent donne des conseils aux utilisateurs pour la sécurité, pour essayer de... Donc, en fait, il y a une prise de position, un peu vulgarisation scientifique, mais en prenant, disons, une place très importante, le journaliste en France. Alors qu'en Finlande, la spécificité qu'on a trouvée dans les journaux métro qui traitent de Facebook et Twitter, hein, bien sûr, c'est en fait beaucoup d'interactions sous forme de questionnement. Il y a des questions posées au public et des retours de réponses donc apportées par le public qui sont publiés le jour suivant. Donc ça, c'est une spécificité du journal Métro en Finlande. Pour la Grande-Bretagne, on a trouvé que les journalistes étaient absolument absents, c'est-à-dire qu'en fait, c'était les célébrités elles-mêmes qui prenaient la parole dans les articles, une disparition, disons, une occultation des journalistes. Et en Grèce, alors, un phénomène un peu spécial, c'est la grande présence d'une émission de télévision qui s'appelle School is Cool, Facebook Mixer, et donc qui fait des renvois avec Facebook, qui a aussi un site Facebook, sur Facebook, et donc en fait il y a une interaction entre l'émission de télévision pour la rentrée des classes et puis Facebook. Donc, voilà. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que en fait, même s'ils s'appellent Métro, en fait, ils n'appartiennent plus tous au même groupe. Hein, c'est-à-dire que par exemple en Finlande, Métro Finlande a été acheté en fait par une grande maison d'édition finlandaise. Donc évidemment, ça, il faut qu'on le prenne en compte dans les éléments qu'on vient de présenter ici, parce que les enjeux sont pas les mêmes. Voilà, donc par exemple, un exemple d'article dans le métro français, donc voilà, avec des petits schémas, des choses donc pour faire une présentation qui informe, disons, le plus rationnellement possible le lecteur français. Et alors que dans les autres journaux, on n'a pas trouvé. Hein, je veux dire, quand on parle de Twitter ou Facebook en Finlande ou en Angleterre, on n'explique pas en fait ce que c'est ou quels sont les dangers. En Finlande, alors, quelques exemples. Là, vous avez en haut, en bleu, un commentaire envoyé par un SMS en fait d'un lecteur qui se demande si Facebook en fait a payé les journalistes radio et télé en Finlande parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et puis vous avez un petit sondage là. Alors les petits sondages comme ça, vous les retrouvez dans le journal en France aussi, etc. Mais là, les spécificités en Finlande, c'était que, il y avait des sondages comme ça sur Facebook, alors qu'en France, bon, on retrouvait pas. Et là, la question qu'on pose, en fait, c'est parce qu'un jour Facebook s'est écroulé, donc ça ne marchait plus, et on posait la question est-ce que ça a eu une influence sur votre quotidien ? Et alors, devinez qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non ? Que là, donc oui, était 14%. On vous a épargné la photo quand même, donc vous nous remercierez. Tiré donc de Métro anglais. Et là, ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'effectivement, pour Facebook et Twitter, on parle surtout de ces stars. Et là, par exemple, on nous parle de l'anniversaire de Paris Hilton et on nous informe qu'elle a fait un SMS, un tweet, pour dire qu'elle avait passé un bon week-end. Et en fait... Alors, on a parlé au rédacteur en chef de Métro France, hein, il nous a accordé un entretien par téléphone, alors qui nous explique un peu ces différences. Hein. Il disait notamment, c'est la différence de la presse anglaise, mais ça, c'est pas lié à Métro ou aux médias sociaux, elle est liée aux différences culturelles, alors moi je mettrai entre guillemets, dans les presses des différents pays. En France, la presse quotidienne, elle n'a jamais été très présente sur le People. Alors, donc, on va donner quelques résultats généraux ici pour donc, la comparaison internationale, disons, de Métro. Donc, Facebook, donc, c'est la première ligne, donc, sur toujours la période de 2010. On voit que, on a essayé d'identifier, donc, on voit que Facebook est plus, disons, mentionné que Twitter. Et en fait que... en Grande-Bretagne, on a été obligé de se cantonner sur 1 mois et demi, 2 mois, parce que c'était tellement gigantesquement plus important, disons, le nombre de mentions de Facebook dans le journal en anglais, qu'en fait, c'était pas comparable. Très bien, merci. Et donc, on voit donc finalement Facebook renvoie plus aux informations locales, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire qui viennent du pays lui-même. C'est-à-dire que c'est une diffusion des idées intranationales,
plus, donc genre 3/4 fois dans chaque pays. Donc c'est assez général le fait que finalement Twitter, donc lui est positionné beaucoup plus au niveau international, donc il diffuse des informations qui viennent de l'étranger, sachant que pour la Grande-Bretagne ça a été un peu difficile parce que entre les États-Unis et la Grande-Bretagne on avait souvent du mal à savoir si c'était réellement local ou global. Mais voilà, c'était pour donner une idée un peu de la diffusion des informations locales et globales à partir de Facebook et Twitter. Tout en sachant bien sûr que pour l'Angleterre on a eu un gros problème pour les frontières entre... Il y a des chiffres, c'est pour ça me trouble. Dès qu'il y a des chiffres, je me coupe. Alors, le dernier tableau qu'on a essayé de mettre en lumière, oui, c'est un phénomène intéressant, c'est quels sont les pays qui suscitent finalement des phénomènes de groupe. Et alors, on a trouvé qu'en France, par exemple, il y avait eu un investissement de Facebook par des groupes politiques, en particulier à travers les apéros donc, qui ont été organisés avec des rendez-vous qui se donnaient par Facebook, et des groupes de soutien à des personnes, mais aussi donc, très investis politiquement en France. C'était ça, c'est quand même une des caractéristiques. Alors, en Finlande, on retrouvait les groupes de soutien et de pression politique, mais avec une particularité, donc, c'est des groupes d'incitation à des travaux d'intérêt général, par exemple, des demandes pour venir déneiger, par exemple, des appels, disons, au grand public pour des choses d'intérêt général. En Grande-Bretagne, on trouve des choses, des groupes de soutien à des personnes. Par exemple, il y avait un groupe de soutien à un petit garçon qui ne mangeait pas. Et donc, en fait, c'était plus centré sur des individus. Mais aussi, on a trouvé des hommages, des groupes de pression politique, mais enfin, plus axés sur l'individuel. Et enfin, un phénomène étonnant, en Grèce, pas de groupe. Que des utilisations individuelles, mais pas de mention de groupe d'aucune sorte. Alors, bon, quand même, ce qui est le plus impressionnant, c'est que, Twitter, bon, on voit le pourcentage de présence des célébrités, et je dois dire qu'en fait, ce travail a été très, très abrutissant pour nous. On voyait que des choses sur des informations de célébrités qui n'avaient vraiment aucun intérêt. Dans la plupart du temps, on a vraiment... Et qu'on ne connaissait pas, surtout, c'est ça. Oui, c'était vraiment... Mais donc, en fait, vous voyez que ça varie entre 56% pour la Finlande, pour aller jusqu'à 89% pour la Grande-Bretagne. Donc, l'investissement de ces réseaux sociaux à des fins de promotion, disons, de vedettes. Mais alors, donc, le phénomène le plus étonnant pour nous, parce que quand même, on gardait en ligne de mire l'enseignement apprentissage des langues, c'est l'hyper... réduite représentation de l'enseignement apprentissage des langues, puisque on n'a qu'un seul exemple, et pour Twitter et pour Facebook, et c'est dans le métro finlandais. Donc on va vous donner l'exemple, mais vous allez voir comme c'est tiré par les cheveux. Donc en fait, on peut dire qu'il n'y a pas d'articulation naturelle, disons, entre le journal métro et l'enseignement apprentissage des langues. Donc voici un exemple pour la Finlande qui est, bon, c'est le moins ridicule des deux. Hein. Donc on interviewe en fait le directeur de Google Translate, et en fait dans la citation où il est en bleu, il raconte simplement qu'ils se sont rendus compte que les étudiants, quand ils ont des exercices de langue à faire, surtout de traduction, eh bien ils vont donc Google Translate, et par Twitter en fait ils échangent les traductions qu'ils ont trouvées. Donc c'est ça. Et le deuxième exemple qui est complètement anecdotique, mais bon, on était un peu désespéré au bout d'un moment. Donc on a reconnu, enfin une jeune Finlandaise qui est en haut avec le voile a reconnu un terroriste, l'image d'un terroriste aux États-Unis, parce qu'en fait elle s'était retrouvée dans un cours de langue avec lui en Syrie. Voilà, c'était les seules mentions. Alors nous passons au deuxième corpus que nous avons étudié, et il s'agit donc d'un sondage qui a été lancé en ligne à partir de 4 questions, et donc qui a comporté 81 réponses, enfin 81 personnes qui ont bien voulu répondre à notre sondage qui a été lancé sur SurveyMonkey. Et donc 55 en anglais et 26 en français. Alors, donc voici les 4 questions posées. D'ailleurs, il se peut que certains d'entre vous aient répondu à ces questions, puisqu'on avait envoyé dans nos networks. Donc, on a laissé les questions en anglais. Question 1, comment vous définiriez les médias sociaux? Alors, notez bien, hein, en anglais et en français, on a dit social media et médias sociaux. Et on va voir que dans les réponses, évidemment, puisque c'était je ne sais même pas si c'était un positionnement conscient, mais ça peut être influencé, ou ça a certainement influencé les réponses
réponses, comme on le verra. Deuxième question, est-ce que vous utilisez les médias sociaux? Troisième, est-ce que vous pensez qu'on peut les utiliser pour l'enseignement et l'apprentissage des langues? Et est-ce que vous avez pratiqué ou appris une langue à travers les médias sociaux SM? Pour la première question, quelle définition vous pourriez proposer des médias sociaux? Bien, on voit des définitions qui peuvent être soit étroites, donc sur les 81 réponses, on a eu 26 personnes qui ont mentionné essentiellement Facebook et Twitter, et bon, deux ou trois comme YouTube et Second Life. Étendues, 39 sur 81, donc qui ont commencé à faire une liste blog, wiki, discussion boards, Moodle, etc. Et en fait, ensuite, une catégorie qu'on appelle trop étendue, alors que les guillemets autour de trop, parce que évidemment, peut-être c'est lié à notre utilisation du terme, où au moins 16 personnes sur 81 ont intégré la télévision, la radio, les journaux, etc. Et on vous met ici un exemple de citation tout à fait révélatrice de ça, où quelqu'un dit « I don't know much, I never thought about it, I would say TV, for example. » Okay? Donc quand on dit les médias sociaux, cette personne pense à la télévision. Mais il nous semble quand même qu'il y a un noyau dur, bien sûr, qui est Facebook et Twitter, mais que le reste demeure relativement flou, avec des problèmes de frontières pour dissocier notamment les médias classiques, entre guillemets, et les médias sociaux. Donc là, vous avez une autre citation, un extrait du questionnaire, quelqu'un qui dit « Social media are media which are social », très original. Although I consider all media as social, et en fait, quand on en a parlé, on vous a dit, on avait parlé au rédacteur en chef de Métro, lui a dit plus ou moins la même chose. C'est vrai que tous les médias sont sociaux, donc si on dit médias sociaux, c'est vrai qu'en termes de définition, ça peut poser des problèmes de frontières. Et en plus, parce qu'actuellement, on peut utiliser effectivement les médias classiques sur les médias sociaux et sur des machines. C'est-à-dire que, par exemple, comme tout le monde, je lis le journal sur mon iPhone et pas forcément en papier. Finalement, si on regarde les verbes qui sont associés à ces médias sociaux, bon, ça correspond un peu aux définitions qu'on trouve dans la littérature, donc socialize, communicate, interact, être en contact avec d'autres personnes, débattre, rencontre, organiser, etc. Les adjectifs aussi, dynamic, interactive, donc la notion d'interaction bien sûr qui est là. Et bon, là, on a mentionné simplement en anglais, mais en fait, quand on regarde les réponses en français, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour cette première question, spontanément, on ne mentionne pas l'enseignement-apprentissage des langues. Donc, quand on définit ces médias, eh bien, il n'y a pas de lien forcément créé avec. Alors, passons à la deuxième question. Donc, utilisez-vous les médias sociaux? Donc, sûrement lié au fait que c'était notre entourage, beaucoup de personnes donc, ont répondu positivement, 73 d'entre elles, avec donc pour 3 d'entre elles un usage uniquement personnel, donc inscrit comme tel, c'est-à-dire oui dans la vie privée, non dans la vie professionnelle, et un autre donc uniquement dans la vie professionnelle et pas à titre personnel. Alors, on voit l'étendue des réponses, donc, qui vont depuis ceux qui pensent qu'ils n'y couperont pas, donc not yet, à ceux qui en voient l'utilisation comme une évidence. Donc voilà, donc je ne peux pas ne pas l'utiliser. Donc voilà, maintenant, si on n'est pas... Oui, puis la suite qui est intéressante. If someone doesn't live in a cave, they should use it. Enfin, donc oui. Vraiment, c'est espèce de... On sent l'obligation. C'est ça, voilà, comme une injonction. Pour être dans la modernité, il faut utiliser... Et il y a déjà ceux qui en sont revenus. Donc, alors, vous avez les 2 citations. MySpace and Facebook are places for people to stalk and even dissect each other in a laboratory. Donc, en fait, voilà, des personnes qui ne l'utilisent plus. La troisième question, donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'utiliser pour l'enseignement, l'apprentissage des langues ou l'enseignement des langues? Alors oui, donc grosse majorité, mais je pense que là aussi c'est lié aux personnes qui ont répondu autour de nous. Mais en tout cas, voici des exemples de catégories de réponses positives. Donc, puisque 67 d'entre elles ont répondu positivement, donc on a une grosse majorité qui répond de façon générale.
ce que j'ai appelé non étayé, ce qu'on a appelé... Donc voilà, donc vous avez, oui, ça peut être utilisé aussi bien pour l'enseignement que pour l'apprentissage. Et alors, voilà, on n'a aucune illustration de cela. Alors, on n'a que 4 exemples d'idées pédagogiques, donc on en a mis 2 ici, mais vous allez voir aussi que ce n'est pas spécialement quelque chose d'extraordinairement original, donc c'est très général. I would love to have a Facebook friend who would post links to different French articles, learning sites, etc. Donc voilà. Alors souvent revient effectivement l'idée donc précédemment évoquée, donc plutôt dans l'informel que dans le formel. Hein. Donc c'est oui. C'est surtout le deuxième exemple qui est. Le deuxième exemple est oui assez affligeant quand même. Enfin bon, en tout cas c'est pas extraordinairement révolutionnaire d'utiliser donc les fichiers donc pour l'enseignement. Donc et après expérience, donc on avait une seule citation, donc enfin un seul exemple, et ça concerne Moodle, qui est quand même quelque chose qui est à la frontière. On peut pas dire que en fait c'est au cœur de la définition de médias sociaux, mais qu'importe. En tout cas, c'était pour donc l'enseignement en e-learning, donc ou e-teaching plutôt. Alors voilà. Oui, puis aussi le problème avec Moodle, en fait. C'est-à-dire que très souvent, enfin, on mentionne Moodle comme étant un réseau social, alors que certains, justement, s'interrogent là-dessus en disant, mais est-ce que c'en est vraiment, hein? Donc là, on voit bien, encore une fois, la frontière de définition, est-ce qu'on englobe, est-ce qu'on n'englobe pas, qui est problématique. On se rappelle tout de même que c'est un questionnaire. Hein, donc le fait que les gens ne développent pas forcément ce qu'ils ont à dire, c'est peut-être lié aussi aux gens, c'est-à-dire au type on leur demande de produire quelque chose et peut-être ils n'ont pas envie de passer trop de temps ou ils n'ont simplement pas le temps de développer. Alors là, on ne va pas les passer en revue parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais pour résumer un petit peu ce qu'on a ici, beaucoup s'interrogent vraiment, hein, c'est ce que tu viens d'introduire Christine, sur l'idée que ces réseaux sociaux, on n'est pas sûr qu'on puisse vraiment les utiliser pour le teaching, donc pour l'enseignement, mais que certainement il y a de l'apprentissage qui se fait, hein, ou de la pratique comme on va le voir. Donc ça, vous verrez les citations. Alors, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la langue elle-même diffusée sur les médias sociaux. Mais là, on a pris ces 2 exemples-là, justement parce qu'ils étaient rares, mais aussi parce qu'on voit que sur un même fait, c'est-à-dire le fait que la langue est spécifique, disons, à la communication sur les médias sociaux, on peut y attribuer des valeurs positives ou négatives. Et en fait, donc, trouver que c'est quelque chose justement d'intéressant pour communiquer, parce que ça sensibilise à la langue courante, comme le dit le deuxième exemple, ou au contraire, penser que pour aller suivre des études à l'université en France, c'est pas un bon exemple à suivre. Donc en fait, on a des valeurs différentes attribuées par les personnes. Voilà, et pour finir sur cette 4e question, alors on a fait circuler un document, hein, ce sont en fait des exemples, hein, on a demandé aux gens, est-ce que vous pratiquez? Parce qu'on s'est dit, il faut poser cette question en fait de l'informel, hein, parce que c'était notre hypothèse, qui n'est peut-être pas très originale, mais que les gens quand même pratiquent des langues et peut-être apprennent des langues à travers les médias sociaux. Donc quand on leur pose la question directement, donc 51 nous disent oui, versus 30 et peut-être 9. Et vous voyez sur l'exemplier, on a rassemblé, on a partagé en type de compétences, hein, oral et écrit. Vous voyez que c'est surtout de l'écrit, hein, qu'on a là, mais on voit qu'il y a quand même, hein, si on leur pose la question, alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup disent « Ah, mais j'ai même pas pensé à ça, j'ai même pas pensé au fait que peut-être je pratique ou j'apprends des langues par les médias sociaux » et ils commencent à faire donc des listes un petit peu de ce qu'ils font et qui est beaucoup plus développé que quand on avait à la question 3, est-ce que vous pensez que l'on peut l'utiliser pour l'apprentissage ou l'enseignement des langues? Donc là, on ne va pas détailler. Et on va passer en fait à la 3e étape. Voilà, ce sont les discours de professionnels des langues. Enfin, on les a dénommés comme tels puisque en fait, il s'agit des collègues donc qui sont associés en Europe sur le projet donc Language Learning and Social Media et donc qui ont participé au webinaire donc qui s'est tenu en mars dernier. Donc on a mis une petite photo de l'écran là qui comporte les différents fils de discussion de ce webinaire qui ont été enregistrés et nous avons alors donc ce webinaire comportait 162 messages.
Et nous avons pu identifier donc 21 utilisations pédagogiques. Alors voilà, on a eu une méthodologie de traitement dans laquelle nous avons cherché à différencier les usages réels des usages imaginés. Et ensuite, on va s'intéresser aux réflexions de certaines personnes sur donc l'articulation entre enseignement-apprentissage des langues et médias sociaux. Alors, en fait, ce n'est pas tiré du webinaire, mais du forum. Hein, le forum qui était lié au webinaire. Mais bon, on l'a compris. Ouais. Oui, c'est le forum qui précède et qui succède au webinaire. Oui, tu as raison. Alors, donc, voilà, les utilisations réelles, elles sont fort peu nombreuses, hein, puisqu'on n'en a que 3 sur les 21. Les voici, donc. Alors, utiliser des articles de la BBC pour la compréhension écrite et des clips de YouTube pour la compréhension orale. Bon, je veux dire, ça aurait pu être tiré d'un autre support. Hein. Un cours en Chine en utilisant Blogspot en français médical pendant 1 an. Et puis, un cours de grammaire sur Wiki. Voilà, ce sont les 3 seules utilisations que nous avons repérées donc, des médias sociaux. Et donc, des usages imaginés. Alors, la plupart sont généraux, hein, donc 18 sur 21. Un seul usage spécifique concerne un blog pour l'écriture créative. Et donc, les motivations pour les utiliser... donc pour susciter l'interaction, la collaboration dans la classe. En fait, souvent, les personnes mettaient l'accent sur la motivation qui pouvait être générée justement sur le fait d'utiliser les médias sociaux et qui pourrait entraîner justement une plus grande motivation aussi pour l'apprentissage des langues. Voilà, et on a relevé quand même un certain nombre d'idées très intéressantes dans ce forum, notamment l'idée l'essai d'éclaircissement de la notion. Hein. Donc quelqu'un écrit Web 2.0 is a matter of degree, donc pour savoir, parce qu'il se posait la question justement, est-ce que Moodle est un social media ou pas? Il y avait aussi certains commentaires par rapport aux valeurs associées, hein, son utilisation. Hein, donc par exemple, bon, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais quelqu'un qui nous dit que si on ne les utilise pas, en fait, on reste on the margins of evolution. Donc encore cet aspect, on est un peu obligé de le faire. Et puis aussi un certain nombre de discussions, bien sûr, autour des obstacles en termes d'équipement, sécurité, discipline, identité, ou de la communication. Hein, qu'est-ce qui marche le mieux ? Et puis là, un petit lien avec l'interculturel où quelqu'un se pose la question, notamment par rapport à Second Life, eh bien, si on utilise des avatars, est-ce qu'on perd la dimension culturelle, hein? Bon, on ne va pas parler de ça parce que justement, on vous parlera à la fin d'un webinaire qu'on fait là-dessus. À l'issue de ces 3 enquêtes que nous avons menées, donc, on a pu s'apercevoir que le flou de la notion n'empêchait pas les utilisations de se développer. Et en fait, c'est vrai que l'articulation entre les langues, elle est instaurée de fait par exemple des manifestations comme aujourd'hui, hein, qui font exister l'enseignement des langues avec les médias sociaux, ou le projet européen dans lequel on est investi, c'est-à-dire que en fait, le fait de faire exister quelque chose suffit finalement, promeut l'existence de ce lien et le fait exister, parce que donc du coup des collègues ont fait des communications associées à cette chose, à cette articulation, et bon, donc ça va exister, mais il y a un côté volontariste politique derrière qui est donc à mon avis institutionnel à prendre en compte. Alors du coup, je me suis demandé ce lien-là, ce qu'on pouvait en dire pour l'avenir. Parce qu'en fait, dans les années 1995 à 2000, quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux nouvelles technologies dans l'enseignement-apprentissage des langues, les sites institutionnels n'existaient pas. Hein, donc, c'était d'autres sites sur Internet. Mais les sites institutionnels étaient sur des CD-ROM à l'époque. Hein. Et à cette même époque, donc, en didactique des langues, certains s'étaient intéressés à la créativité, à voir de quelle façon on pouvait s'en servir pour l'enseignement apprentissage des langues, et avaient fait des créations qui n'ont pas eu l'équivalent, disons, depuis. C'est-à-dire, il y avait des CD-ROM qui étaient très ingénieux et qui, j'en ai parlé dans différents articles, hein, qui proposaient des progressions en termes et qui permettaient à l'apprenant autonome, justement,
d'apprendre les langues d'une façon que j'ai pas vue réinvestie aussi de façon aussi riche depuis. Donc je me demande si en fait il n'en sera pas de même avec les médias sociaux. Qu'en sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans et je me demandais si voilà, l'idée finale c'était que en fait il est très difficile aujourd'hui d'inférer sur la pérennité ou non des médias sociaux. Là j'ai vu donc le mois dernier 5 millions d'Américains s'étaient désinscrits de Facebook par exemple, et que donc d'ores et déjà la progression se fait à l'est de l'Europe, disons, hein, dans les pays disons émergents, et donc c'est en train de changer. Donc je ne sais pas du tout en fait si socialement et encore plus donc au niveau éducatif, ça va résister. Si on n'est pas déjà au sommet de la vague en train de redescendre, qui peut le dire? Donc je pense qu'il faut être vraiment très prudent là-dessus. Et donc voilà, on verra. Pour l'instant, on peut juste dire que historiquement, on aura été situé à un moment où on aura vu cette vague, qu'on aura surfé dessus, mais je ne sais pas. Donc on va voir les utilisations pédagogiques qui en auront été faites. Je ne sais pas. Donc dans EPAL version N plus 3 ou 4, si on en parlera encore et de quelle façon. Et pour finir, puisque on avait oublié de mettre la Finlande sur la carte, donc je fais un petit lien avec la Finlande. Donc l'imaginaire finlandais, en fait, vous savez, peut-être, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais est fondé sur une épopée nationale qui s'appelle le Kalevala. Et en fait, il y a un objet central dans le Kalevala qui s'appelle le Sampo. Et le Sampo, en fait, c'est un objet magique qui portait bonheur à la personne qui le portait, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que c'est que cet objet. Là, on voit, on est en train de le construire, mais il y a plusieurs versions. Donc, pour certains, c'est un morceau d'art, pour d'autres, c'est un coffret, pour d'autres, ça va être un compas, etc. Et donc, dans l'épopée ou dans l'imaginaire finlandais, le Sampo, c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est un peu comme le Graal pour nous porter bonheur et tout. Et c'est vrai que quand on a regardé les données qu'on avait là-dessus, les discussions, les forums, etc., on a l'impression qu'il y a actuellement un gros investissement financier autour de ce web 2.0 ou les médias sociaux, etc., pour l'enseignement ou l'éducation ou l'enseignement apprentissage des langues. Il y a de la main-d'œuvre, on y croit, il y a des projets européens, il y a beaucoup d'argent, etc. Mais d'une part, on a des gros problèmes définitoires, comme on l'a montré, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instabilité parce qu'on est, peut-être c'est trop récent, entre guillemets. Mais on ne sait pas, enfin on a l'impression qu'on veut chercher quelque chose, on cherche à faire quelque chose avec ça, mais on n'est peut-être pas très sûr en fait de quelle direction prendre. Donc un peu comme le Sampo, c'est ce qu'on va chercher, c'est en or, c'est beau, ça brille, etc. Mais on ne sait pas trop où on en est et si on va pouvoir en tirer quelque chose d'intéressant. Donc comme disait Christine, on espère justement à travers ce qu'on va entendre à EPAL, eh bien, avoir des idées concrètes un petit peu pour voir ce qui est en train de se faire. Voilà. Et pour finir, eh bien, tu veux le mentionner peut-être? Oui, non, juste dire que malgré tout, on participe comme acteur aussi à social media et là, ici, interculturalité. Donc, dans le cadre de ce projet européen, on participera à un webinaire en ligne donc, dans quelques jours auquel vous êtes conviés tous collègues qui vous intéressez à l'enseignement des langues et aux médias sociaux. Donc, ce sera le 29 juin, entre midi et 2h. Voilà. Je vous remercie.